Sci-Fi Universal vous présente votre programme. Les bandes dessinées Marvel sont arrivées en France dans les années 60, avec un magazine appelé Fantasque. Il fut supprimé par la censure après 7 numéros, mais donna naissance à 2 nouveaux magazines, Strange et Marvel. Marvel aussi fut supprimé après 13 numéros, et le Marvel 14 devint une légende. Pour enquêter sur le Marvel 14, il faut remonter aux origines. Lorsque Superman apparaît aux États-Unis en 1938, c'est une véritable folie qui s'empare des éditeurs. Tous veulent créer leur propre super-héros dans le marché naissant du comic book. Dans les années 30, en fait, les gamins avaient plutôt tendance à lire des pulps parce qu'il n'y avait pas de bande dessinée réellement sous forme de comic books. Pulp, magazine bon marché à fort tirage, imprimé sur du papier de mauvaise qualité, regroupant des nouvelles appartenant au grand genre populaire. La science-fiction, le policier, le fantastique, l'amour, ces magazines envahissent les kiosques des années 20 aux années 50. Martin Goodman, qui était éditeur de pulps, devient éditeur de comics, avec sa firme Timely, l'ancêtre en fait de Marvel Comics. Stan Lee, le neveu par alliance de Martin Goodman, entre chez Timely en 1941 à l'âge de 16 ans. Il écrit quelques textes, puis on finit par lui confier des scénarios. Afin de créer un univers cohérent, il décide de réunir ses héros, de les faire se rencontrer dans des crossovers. Stan Lee est un dialoguiste talentueux. Il va insuffler un véritable style. C'est aussi quelqu'un qui sait très bien vendre ses produits, mettre en avant ses collaborateurs et lui-même. Il est le premier dans la profession à créditer les artistes et auteurs des différentes séries, contribuant ainsi à la starisation du monde de la bande dessinée américaine dans les années 60. Jack Kirby a développé une imagination débordante à la lecture des pulps. C'est un artiste extrêmement prolifique, un conteur hors pair, le roi des comics comme le surnomme Stan Lee. Il arrive lui aussi chez Timely en 1941. Associé à Joe Simon, il crée Captain America, personnage emblématique qui, comme tous les super-héros de la Deuxième Guerre mondiale, va alors affronter les nazis et les Japonais. Après la guerre, de nombreux magazines envahissent les présentoirs. Le public se tourne vers des comic books plus légers et Timely vend de moins en moins de titres de super-héros. Dans les années 50, Timely devient Atlas. Martin Goodman tente de relancer les super-héros, sans grand succès. En 1961, Atlas devient Marvel. Stan Lee est alors scénariste et directeur de publication, mais la compagnie est au bord de la faillite. Au cours d'une partie de golf, Jack Leibowitz, directeur du concurrent DC Comics, confie à Goodman que les équipes de super-héros ont le vent en poupe. Sa Justice League of America se vend très bien. Goodman demande aussitôt à Lee et Kirby de mettre en chantier leur propre équipe. C'est ainsi que sort le premier numéro des Fantastic Four en novembre 1961. Le succès est au rendez-vous. Suivent Spider-Man, Hulk, les X-Men, Daredevil. Jack Kirby et Stan Lee vont ainsi créer la quasi-totalité de l'univers Marvel. La Marvel Method consiste à donner un pitch rapide, puis à laisser faire le dessinateur. Il établit l'histoire précise, le rythme de l'épisode et sa mise en page, et laisse dans la marge des notes indicatrices à l'attention de Stan Lee, qui repasse à nouveau derrière pour écrire les dialogues. Les histoires coécrites avec les dessinateurs s'avèrent beaucoup plus dynamiques que celles de la concurrence réalisée à partir de scénarios entièrement rédigés.
La révolution Marvel est en marche, et pas seulement aux États-Unis. À Lyon, en 1950, Marcel Navarro et Auguste Vistel fondent la maison d'édition de bande dessinée Lug. Ils publient des adaptations d'auteurs italiens, puis commencent à créer leurs propres personnages. Nous sentions un essoufflement de la bande dessinée classique, donc on se disait qu'il faudrait faire quelque chose de nouveau. Madame Barbara Darnoux de Transworld Feature Syndicate nous envoyait des échantillons l'été 68. Et il se trouve que j'avais acheté par hasard l'encyclopédie de la bande dessinée et j'ai vu dans les premières pages qu'il y avait Les Fantastiques, L'Os à fer d'argent et Spider-Man. Madame Darnoux avait envoyé ses bandes dessinées à peu près à tous les éditeurs français, dont Hachette, Dargaud et tout ça, et personne n'en avait voulu. Et moi, je pensais que d'un autre côté, c'était justement ce que nous cherchions. Donc, on a fait traduire un épisode de chaque histoire. Mon père, monsieur Navarro, les ont lus, et finalement, on a décidé d'entrer en négociation. Et nous avons signé donc le contrat, et le premier numéro de Fantasque est paru en février 69. Il y avait le Surfeur, les Fantastiques et l'Araignée. Par la suite, quand on a eu besoin d'autres histoires, quand elles étaient libres, on nous les soumettait et puis on choisissait ce qui nous plaisait. Et puis on essayait de prendre des histoires les moins violentes possibles à cause de ce qui nous est arrivé. L'idée qui prédomine après-guerre, c'est qu'il y a une recrudescence de la délinquance juvénile. Les jeunes sont plus souvent dans la rue que, on va dire c'est une évidence, que quand c'était les nazis qui instauraient le couvre-feu. Ils se bagarrent, ils commettent des larcins. La cause de tout ça, on a trouvé un bouc émissaire, ce sont leurs mauvaises lectures. Les jeunes deviennent des voyous parce qu'ils lisent. La loi du 16 juillet 1949, elle a ses racines sous l'occupation avec une association de gens privés qui va élaborer, rédiger une loi. Vichy ne va pas lui donner suite. Mais à la Libération, ce prototype va être repris par ce qui est le parti majoritaire de l'après-guerre, le MRP, repris avec la même structure, des critères de ce que ne doivent pas être les publications pour la jeunesse, une commission de surveillance. Le plus représenté à la commission, c'est les gens du MRP. Les catholiques sont très présents, les communistes le sont assez peu, mais sont très actifs. Il y a notamment Madeleine Bellé, qui était la directrice du journal Vaillant. Les communistes, c'est eux qui veulent interdire le retour de la bande dessinée américaine qui a disparu avant-guerre. D'abord, ils font Vaillant, journal qui copie les bandes dessinées américaines, et puis L'Espérance, c'est exactement Flash Gordon. Et chaque fois que la bande dessinée américaine va revenir, souvent grâce à Lyon, car Lyon va importer de la bande dessinée américaine, eh bien ils feront tout pour l'interdire. Et quand arrivent les Marvel Comics, bien sûr ils vont les interdire. Mais je dirais que d'un point de vue communiste, ça se défend. L'idéologie que vendent ces super-héros, c'est l'idéologie américaine capitaliste. Donc ils vont tout faire pour que cette idéologie n'arrive pas chez nous. Cette commission est chargée tout d'abord de veiller, selon l'article 2 de cette loi de 49, à ce que ne se rencontre dans les publications destinées à la jeunesse aucune rubrique, aucune insertion, aucune illustration présentant sous un jour favorable le vol, le banditisme, la lâcheté, etc., ou tous actes ou délits de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse. Par conséquent, il y a un critère légal et cette commission veille à son application en expurgeant, en essayant de bannir de la presse enfantine tous ces éléments nocifs pour la moralité juvénile. Je crois qu'elle y est parvenue dans l'ensemble, puisque depuis 8 ans, qu'elle a plus de 8 ans même qu'elle existe, elle a fait une œuvre utile à laquelle je crois qu'on peut rendre hommage, et la presse enfantine française actuellement, sans être encore parfaite, est tout de même sensiblement meilleure que ce qu'elle était en 1949. Il y avait aussi à la commission des éditeurs et des auteurs. Le plus célèbre, c'était Alain Saint-Augan qui faisait Ziguépus, mais il y avait également Auguste Licois. Alors Licois, c'est plus étonnant parce que lui, sous l'occupation, il travaillait dans une publication pour la jeunesse, Le Téméraire, un journal qui avait beaucoup d'argent parce que c'était un journal pro-nazi. Auguste Licois demande par exemple l'interdiction d'une bande dessinée d'un confrère qui est Pierre Mouchot, qui est un auteur français, lyonnais, qui avait sorti un album qui s'appelait Mogg, fils de la brousse en Belgique. Licois obtient l'interdiction d'importation de cet album en France. Zorro, on va lui faire retirer son masque parce que le fait de se masquer, c'est mentir. Les bandes dessinées pour la jeunesse ne doivent pas inciter au mensonge.
On va faire retirer d'ailleurs leur masque à d'autres personnages de super-héros. Flash, au début des années 60, n'a plus son masque dans la version française. Dans un document de 1950 édité par le ministère de la Justice, on pouvait lire, concernant la science-fiction, « Ces dérogations ne doivent pas aboutir à ce qui ne serait plus qu'une divagation, en dehors des récits délibérément fabuleux, les contes de fées par exemple, elles doivent rester dans les limites d'une transposition mesurée, observant un certain parallélisme avec la réalité. Cette retenue est nécessaire pour éviter de projeter l'imagination des enfants dans un univers absolument fictif. » Ils n'aiment pas, par exemple, les robots. Les robots sont une atteinte à la dignité humaine. La notion de dignité éminente de la personne humaine risque d'être faussée, soit par le spectacle d'hommes aux traits trop caricaturaux, soit encore par la description de Superman et de Superwoman aux pouvoirs extraterrestres. Là, c'est les super-héros qui sont visés. Je crois que grâce à ce concours général de bonne volonté, la presse enfantine française, déjà améliorée, pourra encore accomplir des progrès supplémentaires dans le plus grand intérêt et pour le plus grand bien des mineurs. Nous avons employé un atelier je reconnais que c'était pas drôle pour eux parce que c'était faire des retouches, remonter des pages, enlever des onomatopées, remettre une couche de je ne sais plus quel produit pour qu'on voit plus l'onomatopée, etc. Riedman a 24 ans lorsqu'il intègre l'atelier Lug en 1992. Notre travail consistait à adapter les comics US en version française. Chaque épisode était bottelé par un élastique avec les indications des correcteurs et de la censure. Mais on travaillait sur les films directement, donc étaient passés successivement déjà chez les traducteurs, les lettreurs qui étaient des indépendants, ensuite faire les titres français, donc les lettrages dessinés, et puis les retouches nombreuses qui étaient encore les conséquences de la censure. Le cahier des charges pour l'atelier, c'était éliminer tout ce qui est onomatopée. Et Dieu sait si les Américains en étaient très gourmands. Hein. Des cases entières d'explosions, etc. Tout ça, il fallait l'enlever. Et il fallait mettre quelque chose à la place. Alors il fallait finir le décor, finir les personnages. Il y a beaucoup de lecteurs français qui n'ont jamais connu les originaux américains. Des fois, on peut nous accuser de les avoir abîmés, mais le but du jeu n'était pas de les abîmer, mais de les rendre accessibles au marché français. Même à l'aube des années 90, on gommait encore le sang et les flingues. Il ne faut pas oublier qu'à Lyon, il y a un éditeur qui s'appelait Mouchot, Schott. Il a été ruiné, complètement ruiné, à cause de la censure. Il a eu des magazines qui ont été interdits. Là, c'était surtout l'Église catholique, Monseigneur Gerlier, à Lyon, qui lui a fait procès sur procès. Ce genre de bande dessinée n'était pas du tout apprécié dans les hautes sphères politiques. Le ministre de l'époque nous faisait surveiller vraiment de très très près. Si bien que se produisait pire que la censure, c'était l'autocensure. C'est-à-dire qu'il fallait prévenir pour mieux guérir. Et on retouchait même des choses qu'on ne nous demandait pas de retoucher. Vous savez, la censure, elle finit par sombrer à force d'être ridicule. On nous avait demandé carrément de transformer le Captain Américain. Il ne fallait pas qu'il ait l'apparence Yankee, drapeau américain, etc. Je me rappelle qu'il y avait eu un débat au sein de l'atelier où là on commençait à gronder un petit peu, on n'était pas bien d'accord. On recevait des lettres de protestation tous les jours, parce qu'on défigurait le travail Marvel. Hein. C'était les publications destinées à la jeunesse qu'on appelait la bande dessinée ou l'inverse. C'est-à-dire que toute bande dessinée qui ne s'adressait pas aux tout petits pouvait être censurée. Et on en a abusé. Si je prends le texte, par exemple, d'avril 69, l'avertissement de la commission de censure envoyé au magazine Fantasque, on y lit « Cette nouvelle publication est extrêmement nocive en raison de sa science-fiction terrifiante, de ses combats traumatisants, de ses récits au climat angoissant et assortis de dessins aux couleurs violentes. Si le 1er juillet prochain ou plus tard, cette brochure n'était pas supprimée ou modifiée d'une manière fondamentale, vous vous trouveriez exposé aux poursuites pénales devant le tribunal correctionnel, etc. etc. » Quand les éditions Lug reçoivent cette lettre du ministère de la Justice, qui est en tête du ministère de la Justice, alors c'est pas du tout une décision de justice. C'est une commission où un type d'une association familiale n'était pas content contre Fantasque, mais ça arrive sur une lettre en tête du ministère de la Justice qui leur dit « nous allons vous poursuivre en justice ». Ça fait très peur parce qu'ils sont lyonnais, parce qu'ils ont vu ce qui était arrivé à Mouchot, traité comme quelqu'un qui nuisait à la jeunesse alors qu'il était éditeur pour la jeunesse.
Dans le dernier numéro de Fantasque, les éditions Lug font paraître un texte intitulé « Adieu au fantastique » pour annoncer l'arrêt du titre. Fantasque, nous avons été sommés de l'arrêter à cause des couleurs violentes, traumatisantes pour la sensibilité juvénile. Bon, on ne voulait pas laisser tomber ces histoires, donc on s'est dit, on va essayer de ne pas mettre de couleurs. Notre associé, M. Navarro, a eu l'idée de mettre une couleur d'accompagnement. C'était quand même mieux. Mais alors, si vous aviez vu les lettres des fans, en plus de ça en petit format, c'est un massacre, c'est moche et tout et tout. Bon, on va passer en couleur. Grand format en couleur, et ça a été l'Assommoir. Le 16 décembre 1970, un représentant de l'Union nationale des associations familiales examine Marvel et conclut « Pour le rapporteur, tout n'est qu'horreur et brutalité dans cette publication qui semble appeler l'article 14.1, c'est-à-dire l'interdiction aux mineurs. La commission accède à ce point de vue par 11 voix sans avis contraire. » À la réunion suivante, nouvel examen de Marvel. La brutalité et l'horreur persistent dans cette publication démoralisante pour la jeunesse, qui ne reflète pas de progrès sensible. Il vient d'examiner juste avant la revue Lui, et puis le tout jeune Écran Fantastique, qu'il a trouvé tolérable. Marvel est interdit. Le 19 mars 1971, ça paraît au journal officiel et il y a 2 pages de publications interdites ce même jour, 70 romans pornographiques et Marvel interdit de vente aux mineurs, pas interdit de parution, mais les mineurs n'auraient pas eu le droit de l'acquérir. Alors les éditions Lug auraient pu envisager de continuer Marvel, tout en sachant que quand même une grande majorité de leur lectorat étaient des adolescents. Des éditeurs de la même époque sortaient des revues de super-héros en marquant pour adultes, c'était le cas de Haredit. C'était absolument impossible, autant pour Fantasque qu'on avait eu l'autorisation de faire les 2 ou 3 derniers numéros, autant pour Marvel, ça n'était pas jouable. L'INMPP pouvait refuser de nous distribuer. En 1971, il y a une loi de finances qui n'existait que cette année-là, et qui a été appliquée en fait quasiment qu'à cette revue Marvel, une loi de finances qui prévoyait qu'une publication interdite aux mineurs était surtaxée avec une TVA à 33,33%. Marvel habituellement payait une TVA presque de 2%, donc c'était comme si on avait multiplié par 15 les taxes qu'il fallait payer. Le titre Marvel est donc interdit. Le numéro 14 ne sortira pas. Pourtant, des rumeurs courent toujours sur l'existence d'éventuels exemplaires. Qu'en est-il réellement de sa fabrication ? On travaillait au minimum avec 3 mois d'avance. Il fallait découper les ballons, faire traduire en français, envoyer tout ça chez le photograveur qui faisait les films et envoyer de chez le photograveur chez l'imprimeur. Donc, quand nous avons arrêté Marvel, il y avait sûrement 14, 15 et 16 et même peut-être 17 à moitié préparés, avec des films faits, etc. Nous étions chez Martel et déjà nous trouvions que le repérage était mal fait. Martel a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu l'occupation de l'usine dans les années 69-70 parce qu'il était en faillite. Donc, lors de l'occupation de l'usine, nous sommes allés chercher les films. C'était vraiment très embarrassant parce que les ouvriers nous ont quand même laissé passer. On est parti avec nos paquets. Et nous sommes passés chez Intergraphica, avec qui nous avions de longues relations parce que le créateur d'Intergraphica, c'était le monsieur qui avait créé les éditions, qui publiaient Le Grand Blake, Mickey, etc. L'imprimerie Martel a pris feu. Vous dire si c'est accidentel ou si c'est voulu, toutes les machines, la rotative, tout ça a été détruit. Il est possible qu'il y ait eu des documents qui aient disparu dans cet incendie. Si la maquette du Marvel 14 n'a pas brûlé dans l'incendie, qu'est-elle devenue ? On a connu les archives qui avaient été tenues 25 ans par Rémi Bordelais de son vivant. C'était, si je me souviens bien, le 3e étage du 8 rue Émile Zola. Un étage entier rempli d'armoires où chaque armoire était attribuée à une série. Et tout était en ordre, pochette par pochette, numéro par numéro. En 1989, les éditions Lug sont rachetées par la société Semic. Et les locaux lyonnais sont définitivement fermés en 1998. Marvel avait changé de propriétaire plusieurs fois. Monsieur Navarro était plus âgé que moi. Je me disais, qu'est-ce qui va devenir des gens qui sont ici ? Donc finalement, j'ai décidé de vendre à Semic.
Ils se sont associés aux éditions de Tournon et ils ont tout rapatrié à Paris. La personne qui avait été dépêchée par le nouveau groupe acquéreur de Feu Lalugue Sémic à ce moment-là était un petit peu prise en grippe par les Lyonnais qui savaient que le licenciement allait de toute façon être la seule issue à cette aventure pour eux à ce moment-là. Donc il y a eu de la mauvaise foi et puis apparemment il y a une partie des archives qui a été délapidée, une partie jetée un peu vite et voire même une partie qui a disparu. Oui, une partie de ce que l'on décrivait comme archives en fait, n'était que des films, du matériel de fabrication destiné normalement aux imprimeurs. Donc oui, ça a été effectivement détruit. Toutes les quelques planches originales qui ont été retrouvées, elles n'ont bien sûr pas été jetées, elles ont été rapatriées. En l'occurrence, on était passé depuis l'époque Lug de documents qui étaient quasi exclusivement des films ou des typons, donc du matériel concret que l'on pouvait toucher, à une époque digitale. C'est vrai que ça rendait d'anciens films un petit peu redondants. Et on s'en est toute évidence débarrassé parce que ça n'avait ni valeur marchande, ni valeur même d'archives particulières. Il y a eu en tout cas une partie des archives qui était probablement de l'ordre que des maquettes, qui a été jetée sciemment par la boîte qui ne voulait plus stocker du papier, surtout pas le ramener à Paris, ce qui aurait forcé à avoir des locaux certainement trop grands par rapport à 50 ans d'édition potentielle. Mais il y avait des originaux en stock, encore beaucoup de toute façon, de toute nature, principalement des originaux franco-italiens de BD de cow-boy, mais pas mal de trucs de super-héros au milieu de tout ça. J'ai dans ma collection quelques pièces qui viennent des archives Lug. Voilà comment elles en sont sorties, j'en ai pas vraiment d'idée, mais j'ai des choses qui visiblement étaient la propriété de Lug et qui sont aujourd'hui en ma possession, achetées bien évidemment sur Internet, puisqu'on trouve tout sur Internet. Il y a un marché parallèle et je connais quelques collectionneurs qui ont de nombreuses pièces, en particulier des originaux de Frisano, dont en gros tout le monde sait qu'ils ont été spoliés à la famille Frisano. Si un seul exemplaire du Marvel 14 existait, combien vaudrait-il aujourd'hui ? C'est un comics absolument unique. Disons que les fans seraient capables de plein de folie. Et sur eBay, on a vu des choses partir avec des valeurs folles. Surtout que le genre d'acheteurs, ce seraient des fans qui ont l'habitude d'acheter des comics américains à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Donc il n'y aurait pas de cote. C'est une pièce qui a toujours donné envie aux collectionneurs de l'avoir, donc du coup certains l'ont réalisé. Effectivement, ça existe, j'en ai vu. Je me suis renseigné auprès des personnes qui semblaient le plus aptes à me préciser si Marvel 14 existait ou pas. Je me suis dit, je vais le faire. J'ai récupéré les épisodes qui ont été imprimés dans les premiers albums des 4 Fantastiques, les cinémas sont parmi nous. Ensuite, j'ai récupéré l'épisode de Spider-Man dans Strange et dans les albums des Spider-Man. Pour l'épisode de Captain Marvel qui était inédit, j'ai récupéré l'épisode de comics que j'ai démonté. Face au blanco, une personne ensuite a refait les phylactères et à partir de là j'ai fait mon montage que j'ai donné à imprimer. Il en a été tiré des exemplaires qui ont été numérotés de 0 à 9. Lors de ma visite dans le locaux en 98, j'ai eu accès à plusieurs faits. D'abord, les films existaient toujours. Les films d'Estrange. Il y avait d'immenses armoires avec des tiroirs horizontaux et dans ces armoires on pouvait trouver les films qui étaient glissés dans des pochettes craft avec dessus la couverture collée. J'ai trouvé autre chose, il s'agit de livres qui étaient tenus par la personne qui s'occupait des archives. Ce ne sont que les couvertures de Strange. La récupération des films, le départ des films, tout ce qui peut concerner la création des couvertures. Je suis remonté jusqu'à la production mortelle, les imprimeries Argivorce. Les premiers numéros de Strange, numéro 1 à 18, et les Marvel numéro 1 à 13, ont été imprimés aux imprimeries Martel. Le Strange numéro 17 correspond au Marvel numéro 14. Et on sait que le film a été retourné le 8 février 1971. Donc à partir de là, on peut penser que le Marvel 14, le film a été retourné aussi le 8 février 1971. Si elle n'a pas brûlé dans l'incendie de l'imprimerie Martel, la maquette aura été archivée par les éditions Lug jusqu'en 1998, date du déménagement vers Paris. Elle a pu disparaître au cours de ce transfert, jetée ou volée. Les numéros pirates, eux, n'ont pas été réalisés à partir de cette maquette. En près de 40 ans, aucun exemplaire authentique du Marvel 14 n'a ressurgi. Je ne vais pas vous dire que le Marvel 14 est un mythe. Il a existé, mais il n'a pas été imprimé. Le Marvel 14 existe, mais je crois qu'il ne faut pas trop en parler, quoi.
Ouais, faut pas trop en parler. Il doit exister quelque part un exemplaire, non imprimé mais tiré, du Marvel 14. D'où les bruits absurdes comme quoi il a été imprimé, mais ça c'est des bêtises. C'est l'intérêt du Graal. Peut-être qu'un jour on le trouvera. Pourquoi pas? Ça fait rêver en tout cas. Ce programme vous a été présenté par Sci-Fi Universal.